Je m'appelle Jordan, j'ai 29 ans, une graphiste de Seattle qui a subi un grave accident de moto il y a 8 mois. Quand je me suis réveillé dans cette chambre d'hôpital clinique, avec les moniteurs qui bipaient et la douleur qui traversait mon corps, j'attendais que mes parents franchissent la porte. Au lieu de cela, j'ai reçu un message vocal regrettant qu'ils seraient plus tôt à l'événement de reconnaissance professionnelle de ma sœur aînée Lorraine. Cet instant a remodelé tout ce que je croyais sur la famille et ma place dans leur existence. Avant de plonger dans cette histoire déchirante qui me tourmente encore aujourd'hui, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez, appuyez sur ce bouton like et abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires sur les trahisons familiales et la découverte de la résilience quand on est vraiment isolé. En grandissant dans la banlieue de Portland, notre famille semblait idyllique de l'extérieur. Nous vivions dans une grande maison de style ranch avec un jardin impeccable dans une zone éducative de premier ordre. Ma mère Elisabeth a avancé dans sa carrière en tant que cadre en marketing dans une grande entreprise, insistant toujours sur l'importance de l'excellence professionnelle et du statut social. Mon père Thomas était doyen d'université, rigoureux mais juste, tant professionnellement que familialement. Du point de vue de la communauté, nous étions la famille américaine exemplaire avec des carrières stables, une charmante résidence et 2 filles promises au succès. Mais à l'intérieur de ces murs, les interactions familiales racontaient une histoire contrastée. Ma sœur aînée Lorraine, maintenant 32 ans, était perpétuellement l'étoile incontestée de notre famille. De 2 ans mon aînée, elle possédait un talent académique inné et un charisme social qui semblait se manifester sans effort. Elle était major de sa promotion, dirigeait la société de débat et remportait régulièrement des bourses sans sembler faire beaucoup d'efforts. Pendant ce temps, j'étais la sœur cadette réservée et diligente qui devait investir le double du travail pour la moitié de la reconnaissance. Nos parents n'ont jamais essayé de cacher leurs préférences. Quand Lorraine a remporté le premier prix de débat à son tournoi universitaire, mes parents ont organisé une fête somptueuse pour tout le quartier quand j'ai gagné le concours d'art de l'État la même saison. J'ai eu un bref signe de tête au petit déjeuner, avant que la conversation ne revienne aux opportunités de stage de Lorraine. Le schéma était uniforme tout au long de notre enfance. Mes réunions parents-enseignants étaient expédiées pour qu'ils puissent assister aux conférences de Lorraine à temps. Mes réalisations créatives étaient attendues. Les siennes étaient exaltées. Quand j'avais besoin d'un trajet pour l'atelier d'art, je devais souvent m'arranger moi-même. Mais ils n'ont jamais manqué d'escorter Lorraine à des séminaires de leadership. Ils assistaient à tous ces événements, mais ont manqué ma remise de diplôme universitaire parce qu'elle coïncidait avec l'intronisation de Lorraine dans son programme d'études supérieures. J'ai appris tôt que la seule façon de survivre était de devenir totalement autonome. À 17 ans, j'avais un emploi à temps partiel dans un studio de design local. J'économisais pour mon propre scooter et j'ai cessé de demander à mes parents de l'aide pour quoi que ce soit. Je me suis immergé dans les arts visuels, trouvant de la satisfaction dans le monde imaginatif des visuels, où l'effort était directement lié au résultat. Contrairement à la préférence capricieuse de ma vie familiale, après le lycée, j'ai choisi d'étudier en Californie, en partie pour le programme de design, mais principalement pour mettre de la distance entre moi et ma famille. Pendant ces 4 années, je rentrais à la maison seulement pour les grandes fêtes, chaque visite renforçant le fait que j'étais plus une spectatrice dans ma famille qu'une participante centrale. Chaque conversation revenait inévitablement au récent triomphe de Lorraine. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une agence créative émergente à Seattle et j'ai décidé d'en faire ma base permanente. J'ai construit une existence humble mais confortable pour moi-même, passant d'assistante designer à directrice créative principale en 6 ans. Je vivais frugalement, évitais les prêts et réussissais à accumuler des réserves considérables grâce à des commissions et des investissements prudents dans des fonds d'art. L'autonomie financière est devenue ma barrière contre l'instabilité sentimentale de mes liens familiaux. Au fil des ans, mes interactions avec ma famille se sont réduites à des appels sporadiques et des visites obligatoires pendant les fêtes. Chaque appel suivait le même script. Après des questions brèves sur mes projets, la conversation passait à des rapports détaillés sur Lorraine. Elle avait suivi le chemin de notre mère, poursuivant le marketing et le branding, constamment louée pour
pour sa trajectoire professionnelle ambitieuse. Tandis que mes parents maintenaient leur détachement sentimental, j'ai formé une famille de substitution à Seattle. Mon associée Mia est devenue ma confidente la plus proche, avec un groupe serré d'autres amis qui m'appréciaient pour qui j'étais. Nous avions des sessions d'art bi-hebdomadaires. Nous aidions mutuellement à travers les cœurs brisés et les changements de carrière. Et formions le réseau de soutien authentique que je n'avais jamais eu en grandissant. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était d'être apprécié simplement pour moi-même, pas en comparaison avec quelqu'un d'autre. À la mi-vingtaine, j'avais établi un rythme stable dans ma vie. Je travaillais dur pendant la semaine, passais les week-ends avec des amis, sortais sporadiquement bien que rien de sérieux ne se soit développé et maintenais un contact minimal, mais poli avec ma famille. J'avais accepté notre lien distant et cessé d'attendre le lien sentimental que j'avais désiré enfant. Je ne savais pas que cet équilibre délicat serait bientôt démoli, me forçant à affronter les interactions familiales que j'avais tant essayé d'éviter. C'était un jeudi après-midi en février, juste après 16h45. Un brouillard dense avait enveloppé Seattle toute la journée, créant des conditions de conduite périlleuses. Je rentrais à la maison après une longue session client à l'agence, fatiguée mais satisfaite de la campagne que nous venions de finaliser. Le panneau de rue devant moi se profilait et je manœuvrais à travers l'intersection. Ce qui a suivi est arrivé sans avertissement. À travers le voile de brume, des feux arrière sont apparus soudainement de ma gauche, avançant bien trop vite. Il n'y avait pas le temps de réagir. Le bruit écœurant du métal et de la fibre de verre a rempli mes oreilles, alors qu'un SUV percutait le côté de ma moto. La collision a projeté ma moto glissant à travers l'asphalte humide avant qu'elle ne s'écrase contre une barrière. J'ai des souvenirs fragmentés de l'immédiat après. La piqûre de l'asphalte sur ma peau, le hurlement des sirènes, le visage d'un passant apparaissant au-dessus de mon corps tombé, m'assurant que l'aide arrivait. Puis, mercifulment, tout s'est estompé en noir. J'ai repris connaissance à la clinique, les lumières LED vives assaillant ma vision. Un médecin a expliqué l'étendue de mes blessures. 4 vertèbres fracturées, un tibia droit brisé, une commotion cérébrale sévère qui avait nécessité une intervention urgente, d'innombrables abrasions nécessitant plus de 50 sutures. Le conducteur distrait, qui m'avait heurté, s'en était tiré avec des blessures légères. Une ironie cruelle qui m'a pris des mois à accepter. Alors que le brouillard des analgésiques commençait à se dissiper, ma première pensée cohérente a été de contacter ma famille. L'aide m'a assisté pour passer l'appel, puisque mon appareil avait été détruit dans l'accident. Même à travers le brouillard, des remèdes et de la douleur, je me souviens de la conversation vivement. « Papa, j'ai eu un grave accident de moto. » Ai-je dit, ma voix rauque à cause du ventilateur qu'ils avaient retiré plus tôt. Il y a eu une exclamation à l'autre bout, suivie de questions sur mon état. J'ai expliqué ce que les médecins m'avaient dit, que j'avais eu de la chance de survivre, que j'aurais besoin d'au moins 3 semaines à la clinique suivies de mois de rééducation. Je comprends, était tout ce que j'ai pu dire. Nous essaierons de venir te voir le mois prochain, après notre retour. A ajouté ma mère en arrière-plan. Lorraine a travaillé si dur pour cette reconnaissance. Nous ne pouvons pas la manquer. J'ai raccroché. L'appel s'est conclu avec des assurances vagues de vérifier souvent et d'envoyer des cartes. Aucune mention de changer leur plan. Aucune reconnaissance de la gravité de ma situation. Juste le message évident que, une fois de plus, le triomphe de Lorraine l'emportait sur mon épreuve. Les cartes sont arrivées le lendemain avec une note générique de prompt rétablissement. Mon meilleur ami Mia, cependant, était à la clinique dans les 2 heures après que je l'ai appelée, et elle visitait chaque jour de mes 3 semaines de séjour, apportant des fruits frais une fois que je pouvais manger solide à nouveau, m'aidant avec les besoins fondamentaux que le personnel de la clinique occupé négligeait parfois, et le plus important, fournissant le soutien sentimental que ma famille m'avait refusé. Mes collègues ont établi un planning, assurant que quelqu'un visitait quotidiennement, apportant des puzzles, des podcasts et des mises à jour de l'agence pour garder mon esprit occupé pendant les longues heures douloureuses de récupération. Mon superviseur a personnellement livré ma tablette et arrangé pour que je travaille des heures virtuelles flexibles une fois que je me sentais capable, assurant que je ne fasse pas face à une tension financière en plus de tout.
5 jours dans mon séjour à la clinique, Lorraine a appelé. Au lieu de poser des questions détaillées sur mon état, elle a passé la plupart de l'appel à décrire son événement de reconnaissance en détails minutieux. À quel point c'était prestigieux d'être reconnue si tôt dans sa carrière, et combien de liens vitaux elle avait forgés à l'occasion. Papa et maman étaient si fiers, a-t-elle dit, inconsciente de la douleur que ces mots causaient. Maman a même pleuré pendant mon discours d'acceptation. Peux-tu le croire ? Je ne l'ai jamais vue devenir émotive comme ça. Je ne pouvais pas, en fait, le croire. Notre mère, qui n'avait pas versé une larme à mon hospitalisation, avait pleuré de fierté au succès professionnel de Lorraine. Le contraste ne pouvait pas être plus stark ou douloureux. Mes parents ont finalement rappelé 1 semaine après l'accident. La conversation était brève, se concentrant principalement sur quand je pourrais être libéré et si j'avais besoin qu'ils contactent mon prestataire de soins. Quand j'ai mentionné la douleur que j'éprouvais, mon père a rapidement changé de sujet pour le nouveau loft de Lorraine dans le quartier des affaires de Portland, décrivant les commodités et la décoration coûteuse qu'elle avait acquise. Pendant ces 3 semaines à la clinique, la vérité que j'avais passé des années à éviter est devenue impossible à ignorer. Les parents qui auraient pu être à mon chevet avaient choisi un événement de reconnaissance. Ma sœur, qui aurait dû offrir du soutien, ne pouvait parler que d'elle-même. Alors que je gisais dans ce lit de clinique, regardant d'autres patients recevoir des visites quotidiennes de membres de famille inquiets, le poids total de mon isolement au sein de ma propre famille est devenu indéniable. La réalisation était à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Si j'avais gardé un espoir persistant que un jour mes parents pourraient me voir comme égal à ma sœur dans leur cœur, cet espoir était maintenant parti. Et avec sa perte est venu le début d'une nouvelle compréhension. J'étais vraiment isolé. Et peut-être l'avais-je toujours été. Le jour où j'ai été libéré de la clinique a marqué le début d'une phase de récupération encore plus difficile. Je suis rentré dans mon appartement vide avec un déambulateur, des analgésiques et des instructions pour un long processus de rééducation. Les médecins estimaient 4 mois avant que je puisse commencer à porter du poids sur ma jambe endommagée et au moins 8 mois avant de pouvoir reprendre des activités normales. Mon appartement, qui n'avait jamais semblé problématique auparavant, s'est soudain révélé comme un parcours d'obstacles avec des couloirs étroits et des étagères inaccessibles. Des tâches simples, comme se laver ou préparer des repas, sont devenues des défis logistiques compliqués. L'indépendance que j'avais toujours prisée semblait maintenant un fardeau, alors que je luttais pour gérer les aspects les plus basiques de la vie quotidienne. Une fois de plus, ce sont mes amis qui sont intervenus pour combler le vide laissé par ma famille. Mia m'a aidé à réorganiser mes meubles pour créer des passages pour le déambulateur. Mon voisin Alex, avec qui je n'avais échangé que des salutations décontractées auparavant, a commencé à vérifier sur moi quotidiennement, apportant souvent des plats maison. Des collègues ont mis en place une rotation de livraison de nourriture pour le premier mois. Mon superviseur a continué à être compréhensif sur mon besoin d'un horaire flexible, me permettant de travailler de chez moi autant que nécessaire. Les tensions financières sont bientôt devenues apparentes malgré une couverture santé décente. Les coûts directs, les paiements de médicaments et les visites de spécialistes se sont rapidement accumulés en milliers de dollars. Les sessions de rééducation n'étaient que partiellement couvertes et l'équipement spécialisé dont j'avais besoin pour la récupération à domicile était entièrement à ma charge. J'ai dû puiser dans mes réserves, le coussin financier que j'avais construit si soigneusement au fil des ans. Tout au long de cette période difficile, mes parents ont maintenu un schéma de implication minimale. Ils appelaient environ 1 fois toutes les 2 semaines. Des conversations brèves qui revenaient inévitablement à Lorraine. J'ai appris sur sa nouvelle promotion, son voyage sponsorisé par l'entreprise à San Francisco, la garde-robe premium qu'elle avait achetée pour célébrer son succès. Pas une fois, ils n'ont offert de visiter ou d'aider financièrement avec mes factures médicales montantes, pendant un appel particulièrement difficile. Quand j'ai mentionné lutter pour gérer les courses avec ma mobilité limitée, ma mère a suggéré que je devrais juste utiliser des services de covoiturage, comme si la dépense supplémentaire était triviale. Quand j'ai mentionné la tension financière de ma récupération, mon père a rapidement changé de sujet pour la nouvelle voiture de Lorraine. «
Tu devrais parler à ta sœur de planification véhicule, a-t-il suggéré. Elle a vraiment un don pour faire des achats sages. L'ironie de ce conseil, donné alors que je vidais mes économies pour des soins médicaux essentiels, ne m'a pas échappé. Il était clair qu'il voyait les acquisitions de luxe optionnelles de Lorraine comme plus intéressantes et importantes que mes dépenses médicales nécessaires. À l'arrivée de l'été, ma guérison physique progressait régulièrement grâce à ma détermination et à l'excellent spécialiste en rééducation que j'avais trouvé. En juillet, j'étais passé du déambulateur aux attelles, une petite victoire qui semblait énorme après des mois de mobilité sévèrement restreinte. Mais tandis que mon corps guérissait, la distance émotionnelle entre moi et ma famille continuait de croître. Pâques était passé avec moi incapable de voyager à la maison en raison de mon état. Mes parents avaient fait des bruits vagues sur la possibilité de me visiter à la place. Mais prévisiblement, ces plans ne se sont jamais matérialisés. Ils avaient finalement décidé d'aller à Portland pour passer la fête avec Lorraine, puisqu'elle travaillait si dur qu'elle ne pouvait pas prendre de congé pour rentrer. Pour le jour de l'indépendance, j'étais capable de voyager, bien que toujours avec des supports. La visite à la maison était inconfortable au mieux. La maison était décorée de photos de Lorraine à son événement de reconnaissance, son diplôme, son nouveau espace de travail. Mon accident était référencé en tons étouffés, rapidement passé sous silence en faveur de discussions étendues sur le dernier accomplissement de Lorraine. Elle avait sécurisé un projet majeur pour son entreprise et reçu une subvention substantielle. Lorraine elle-même avait toujours été inconsciente du favoritisme de nos parents, genuinement incapable de voir la disparité dans la façon dont nous étions traités. Pendant cette visite du jour de l'indépendance, elle dominait chaque conversation, interrompant chaque fois que je parlais, montrant peu d'intérêt pour mon parcours de récupération. Elle semblait agacée par ma mobilité limitée, impatiente quand j'avais besoin de temps supplémentaire pour naviguer les chemins ou entrer et sortir des véhicules. « Waouh, je ne pourrais jamais gérer d'être restreinte comme ça », a-t-elle commenté alors que je faisais soigneusement mon chemin vers le barbecue. « Je suppose que tu es habitué à prendre ça lentement, cependant. » La cruauté décontractée de sa remarque, impliquant que ma rééducation rigoureuse et ma récupération douloureuse constituaient prendre ça lentement, en disait long sur sa incompréhension fondamentale de ma vie. Nos parents, prévisiblement, n'ont rien dit pour corriger sa perspective. Je suis rentré à Seattle après cette visite avec une compréhension plus claire de ma place dans la famille. L'accident n'avait pas créé la distance émotionnelle. Il avait simplement révélé ce qui avait toujours existé. Mes parents et ma sœur opéraient dans leur propre monde. Un où j'étais une visiteuse occasionnelle, mais jamais vraiment une figure centrale. Au lieu de continuer à chercher le lien émotionnel qui m'avait toujours été refusé, j'ai décidé d'investir plus profondément dans les relations qui me nourrissaient réellement. J'ai organisé un rassemblement bi-hebdomadaire avec Mia et notre cercle d'amis. J'ai rejoint un groupe de soutien en ligne pour survivants d'accidents. J'ai commencé à sortir plus activement, rencontrant Olivia, une éducatrice compatissante et supportive qui comprenait les défis que j'avais affrontés. Ma communication avec ma famille est devenue de plus en plus superficielle. Des appels brefs pour les anniversaires et les fêtes, des messages textes occasionnels reconnaissant les événements majeurs de la vie. Je partageais de moins en moins sur ma vie, reconnaissant que l'intérêt genuin était rarement à venir. Quand mes parents appelaient, ils semblaient ne pas remarquer le mur émotionnel croissant que je construisais, continuant à remplir les conversations avec des nouvelles, des nouveaux triomphes de Lorraine. En août, presque 8 mois après l'accident, j'avais fait une remarquable récupération physique. Je n'avais plus besoin des supports, sauf les jours particulièrement fatigants. J'étais retourné au studio à temps plein et avait même commencé à faire de courtes randonnées à l'extérieur. Ma vie était largement revenue à la normale. Intérieurement, cependant, j'avais subi une transformation profonde. L'accident et ses conséquences m'avaient forcé à affronter la réalité de mes relations familiales et à faire la paix avec ce qui ne pouvait pas être changé. J'avais cessé d'attendre que mes parents deviennent soudainement les figures supportives que j'avais désirées tout au long de l'enfance. J'avais relâché l'espoir que Lorraine pourrait développer une conscience de soi et un intérêt genuin pour ma vie. Plus important encore, j'avais reconnu la valeur de la famille choisie que j'avais construite autour de moi.
des gens qui s'étaient présentés sans hésitation quand j'en avais vraiment besoin. Ce sont les relations qui valaient la peine d'être nourries, les connexions qui me soutiendraient à travers quels que soient les défis à venir. Je ne savais pas que le plus grand test de ces nouvelles limites viendrait sous la forme d'un appel tardif qui me forcerait à prendre une position définitive. L'appel est venu à 00h30 un mercredi soir en septembre, 8 mois après mon accident. J'avais dormi environ 2 heures quand le bourdonnement persistant de mon appareil m'a tiré d'un sommeil profond. Voir le nom de mon père sur l'écran à une heure si tardive a immédiatement déclenché des alarmes. Dans notre famille, les appels tardifs étaient réservés aux vraies urgences. « Allô ?» ai-je répondu, instantanément alerte malgré l'heure tardive. « Jordan, la voix de mon père s'est brisée, épaisse de larmes. Nous avons besoin de ton aide. Quelque chose de terrible est arrivé. » Mon esprit a immédiatement sauté aux préoccupations de santé. Le diabète de ma mère avait toujours été une inquiétude. « Maman va bien ? Êtes-vous à la clinique ? Ta mère va bien. » « C'est Lorraine, a-t-il dit, sa voix tombant presque à un murmure. Elle est en difficulté, de sérieuses difficultés. Au cours des 30 minutes suivantes, l'histoire s'est déroulée dans un récit disjoint, ponctué par les soupirs de mon père et ma mère, prenant occasionnellement l'appareil pour remplir les détails qu'il était trop affligé pour articuler. L'enfant doré, la favorite de la famille, ma sœur perpétuellement réussie était tombée de grâce de manière spectaculaire. Lorraine, semblait-il, avait manipulé les registres de l'entreprise à son cabinet de branding, fabriquant des métriques de campagne et, dans certains cas, détournant des budgets clients pour son propre usage, son style de vie opulent. Le flux constant d'accomplissements que mes parents avaient si fièrement raconté pendant ma récupération avait été construit sur des activités trompeuses qu'il avait finalement rattrapées. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Ai-je demandé, luttant pour traiter l'information. Environ 20 mois ? 20 mois ? A admis ma mère. Elle dit qu'elle a commencé petit, juste ajuster quelques chiffres pour atteindre les objectifs. Puis ça a escaladé. 20 mois. La chronologie m'a frappé immédiatement. Pendant que je travaillais des heures honnêtes, payais mes factures et luttais ensuite à travers une récupération douloureuse d'un accident presque fatal, Lorraine vivait luxueusement sur des fonds détournés. Un subordonné est devenu suspicieux et l'a signalé. A expliqué mon père. L'entreprise a mené une enquête interne et a trouvé des preuves. Ils l'ont licencié immédiatement et ont tout signalé aux autorités. Qu'est-ce qu'elle est exactement accusée ? Ai-je demandé, essayant de comprendre la gravité de la situation. La voix de ma mère est devenue clinique, la doyenne d'université prenant le relais. Falsification de documents, manipulation de données et détournement de budget client. Le montant total impliqué est approximativement 2,8 millions de dollars. Le chiffre m'a stupéfié en silence momentané. Ce n'était pas une indiscrétion mineure ou une erreur de jeunesse. C'était un comportement criminel, calculé impliquant des millions de dollars. Elle risque jusqu'à 25 ans en prison fédérale. A gémi mon père, brisant le silence. Notre Lorraine, en prison. Je me suis assise au bord de mon lit, essayant de traiter cette information. La sœur qui avait tout reçu sur un plateau, qui avait été le centre de l'univers de mes parents, avait tout risqué pour encore plus d'argent et de statut. Il y avait une certaine ironie tragique là-dedans. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, genuinement choqué par la nouvelle, mais incertaine du rôle que j'étais censé jouer dans cette crise familiale. Je n'ai pas eu à me demander longtemps. Jordan, nous avons besoin de ton aide, a dit ma mère, sa voix prenant le ton autoritaire qu'elle avait utilisé tout au long de notre enfance pour donner des directions. Nous avons rencontré un spécialiste en défense légale de premier ordre. Elle croit qu'elle peut négocier les charges de manière significative, peut-être même éviter la prison, mais elle nécessite un acompte substantiel à l'avance. J'ai senti une malaise croissante sur où cette conversation se dirigeait. Combien substantiel ? Ai-je demandé ? 400 000 dollars, a déclaré ma mère factuellement. Nous avons déjà liquidé ce que nous pouvions, mais nous manquons encore 250 000 dollars. La demande planait dans l'air entre nous, non dite mais immistakable. Me demandez-vous 250 000 dollars ? Ai-je enfin dit, voulant une clarté absolue sur ce qu'il proposait.
Nous ne demanderions pas s'il y avait une autre option. A interjeté mon père. Nous savons que c'est beaucoup d'argent, mais c'est de ta sœur dont nous parlons. Toute sa vie est en jeu. L'audace de la demande m'a laissé momentanément sans voix. Après des années de négligence émotionnelle, après avoir choisi d'assister à un événement de reconnaissance plutôt que de me visiter à la clinique après un accident presque fatal, ils me demandèrent maintenant de remettre mes économies durement gagnées pour sortir ma sœur des conséquences de ses propres actions criminelles. Nous savons que tu as cette... Tu as été prudente avec l'argent, a ajouté ma mère, comme pour suggérer que ma responsabilité financière avait été construite vers ce moment de besoin familial. Lorraine nous a parlé de ta collection d'investissements. Ce serait juste un prêt jusqu'à ce que nous puissions arranger les choses. Bien sûr que Lorraine avait discuté de mes finances avec eux. D'une manière ou d'une autre, même au milieu de sa propre disgrâce, elle avait réussi à me positionner comme la tirelire familiale. J'ai pensé aux longs mois de rééducation douloureuse, aux factures médicales que j'avais payées sans assistance, à l'isolement émotionnel de ma récupération. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit, réticente à prendre une décision immédiate tout en traitant encore la nouvelle choquante. Il n'y a pas beaucoup de temps, a pressé ma mère. L'audience initiale est c'est le mois prochain. Nous devons avoir le spécialiste pleinement retenu avant pour commencer la négociation avec les procureurs. Je comprends, mais c'est une décision financière majeure. Je vous rappelle demain. J'ai insisté, ayant besoin d'espace pour penser clairement. Après avoir terminé l'appel, je suis resté éveillé pendant des heures, mon esprit courant. Les économies qu'il demandait, si casuellement, représentaient des années de travail discipliné et de planification prudente. C'était ma sécurité, mon acompte pour un condo futur, ma protection contre une autre urgence médicale. Et maintenant, il s'attendait à ce que je le sacrifie pour la sœur qui ne m'avait jamais montré une once de la considération qu'il lui avait toujours montrée. Alors que le choc initial s'estompait, une question plus troublante émergeait. Où étaient mes parents quand j'avais affronté ma propre crise ? Pas la crise d'accusation criminelle résultant d'une fraude délibérée, mais la crise d'un accident aléatoire qui avait presque coûté ma vie. La réponse était douloureusement claire. Ils étaient à un événement de reconnaissance, célébrant la personne même qui avait maintenant besoin d'être sauvée de son propre comportement criminel. Au matin, je savais quelle serait ma réponse. La question était si j'avais le courage de la délivrer. Le soir suivant, après une journée passée distraite au studio, j'ai passé l'appel que je redoutais. Mon doigt a plané sur les informations de contact de mes parents pendant plusieurs minutes avant que je presse enfin composer. Mon père a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix tendue d'attente. « Jordan, as-tu pris une décision ? Ta mère et moi avons attendu de tes nouvelles toute la journée. Pas de salutations, pas de questions sur mon bien-être, juste le focus immédiat sur ce que je pouvais faire pour eux, pour Lorraine. Certaines choses ne changent jamais. J'ai réfléchi à votre demande. Ai-je commencé, mon cœur battant ? Avant de vous donner ma réponse, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Bien sûr, chérie, a répondu mon père, son ton s'adoucissant stratégiquement. Il y a 8 mois, quand j'étais à la clinique, après avoir presque mouru dans cet accident de moto, pourquoi avez-vous choisi d'assister à l'événement de reconnaissance de Lorraine au lieu de venir me voir ? La question planait dans l'air entre nous. Je pouvais entendre la respiration brusque de mon père. Jordan, est-ce vraiment le moment d'aborder ça ? Nous faisons face à une urgence familiale ici. J'affrontais aussi une urgence. Ai-je continué, trouvant ma voix devenir plus forte ? Je me suis réveillé seul dans cette clinique. J'ai subi des procédures seul. J'ai passé 3 semaines là-bas sans une seule visite de ma famille. Nous avons expliqué cette situation. La voix de ma mère a soudain interjeté, indiquant qu'elle écoutait sur une autre extension. Ces réservations étaient non remboursables et Lorraine avait travaillé très dur pour cette reconnaissance. Et j'avais travaillé très dur pour rester en vie. Ai-je répondu, surprise par la stabilité dans ma voix. Pourtant, mon urgence ne qualifiait pas pour votre présence. Mais les problèmes légaux de Lorraine le font ? Je vois. Ai-je dit, c'est complètement différent, a répondu ma mère dédaigneusement. Lorraine fait face à la prison, et je faisais face à des mois de récupération douloureuse, de tensions financières et de traumas émotionnels, seul. Nous t'appelions régulièrement.
a protesté mon père hebdomadairement. Oui, vous appeliez, pour parler du nouveau loft de Lorraine, de sa promotion, de ses investissements. Pas une fois, vous n'avez offert de venir m'aider quand je pouvais à peine aller au magasin seul. Pas une fois, vous n'avez demandé si j'avais besoin d'aide avec les factures médicales. Nous supposions que ta couverture gérait tout, a dit ma mère dédaigneusement. Non, vous n'avez rien supposé parce que vous n'avez jamais demandé. Les mois de blessures enterrées trouvaient enfin expression. De la même façon que vous n'avez jamais demandé si je pouvais épargner 250 000 $. Vous avez juste supposé que je vous le donnerais parce que Lorraine en a besoin. Elle est ta sœur. La voix de mon père a pris une qualité suppliante. C'est ce que font les familles. Elles s'aident mutuellement en temps de crise. Est-ce ? Ai-je demandé. Parce que quand j'étais en crise, mes amis m'ont aidé. Mes collègues m'ont aidé. Même mon voisin m'a aidé. Ma famille était notablement absente. Ce n'est pas juste, a interjeté ma mère sèchement. Nous avions des engagements antérieurs. Et j'ai des engagements antérieurs envers moi-même. Ai-je répondu, envers mon avenir, envers ma sécurité financière. Des engagements que j'ai pris en travaillant des emplois honnêtes et en faisant des choix éthiques. Est-ce que tu dis que tu ne vas pas aider ta sœur ? La voix de ma mère était devenue froide. Je dis que je ne viderai pas mes économies pour aider Lorraine à éviter les conséquences d'avoir détourné des millions de $. Elle a fait une erreur, a crié mon père. Tout le monde mérite une seconde chance. Une erreur est quelque chose que tu fais une fois, sans intention de nuire. Ai-je dit doucement. Lorraine a systématiquement détourné des clients pendant 20 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est une série de choix délibérés. Elle a tout son avenir devant elle. A argumenté ma mère. Veux-tu qu'elle le passe en prison ? Et mon avenir ? Ai-je contre-argumenté ? L'avenir pour lequel j'ai soigneusement économisé, travaillé honnêtement ? Est-ce que ça compte pour l'un de vous ? Le silence à l'autre bout de la ligne m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Jordan, a finalement dit ma mère, sa voix prenant le ton raisonnable qu'elle utilisait en négociant. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis. Peut-être pourrais-tu prendre un prêt. Comme ça, tu n'aurais pas à utiliser toutes tes économies. La suggestion était si absurde, si complètement sourde à ce que j'avais dit, que j'ai en fait ri à haute voix. Laissez-moi m'assurer que je comprends. Ai-je dit lentement. Vous voulez que je m'endette, payant des intérêts pendant des années, pour aider Lorraine à éviter les conséquences que d'avoir volé des millions de $. Pendant que vous deux avez contribué quoi exactement ? Nous avons mis tout ce que nous pouvions, a dit mon père défensivement. Nous avons remorgagé la maison. La maison qui sera encore à vous après tout ça. Ai-je souligné. Vous me demandez de renoncer à ma sécurité financière sans rien à montrer, sauf Lorraine, obtenant peut-être une sentence plus légère pour des crimes qu'elle a réellement commis. Avant qu'il puisse répondre, mon appareil a bipé avec un appel entrant. C'était Lorraine. Bien sûr qu'il l'avait en attente pour rejoindre la conversation une fois qu'il m'aurait adouci. Lorraine m'appelle en ce moment. Ai-je dit. Je suppose que ça fait partie de votre plan. Avoir qu'elle fasse un appel émotionnel. La réponse confuse de mon père a confirmé mon soupçon. Elle veut juste te parler, expliquer son côté des choses. Je la rappelle. Ai-je dit, ne voulant pas gérer les deux conversations simultanément. Mais d'abord, j'ai besoin que vous deux entendiez ma réponse clairement. Non, je ne fournirai pas 250 000 $ ou tout autre montant pour payer la défense de Lorraine. C'est ma décision finale. Tu ne peux pas être sérieuse. La voix de ma mère était devenue froide. Après tout ce que cette famille a fait pour toi ? La question m'a frappé, comme si déconnectée de la réalité qu'elle m'a laissée momentanément sans voix. Qu'est-ce que cette famille a exactement fait pour moi ? Ai-je enfin réussi à demander ? Surtout ces dernières années, nous t'avons élevé, éduqué, pourvu, a listé ma mère mécaniquement. Oui, vous avez fait le minimum légal requis des parents. Ai-je reconnu ? Et depuis que je suis devenu adulte, quel soutien avez-vous offert ? Quand j'étais littéralement en train de lutter pour ma vie dans un lit de clinique, vous avez choisi un événement de reconnaissance à la place. Ce n'est pas juste, a protesté mon père hebdomadairement. Non, ce n'était pas juste. Ai-je accepté ? Rien de tout ça n'est juste.
Ce n'est pas juste que j'ai été heurté par un conducteur distrait. Ce n'est pas juste que j'ai dû récupérer seul. Et ce n'est pas juste que vous attendiez maintenant que je sacrifie mes économies pour quelqu'un qui ne m'a jamais montré la même considération que vous lui avez toujours montrée. La ligne est devenue silencieuse à nouveau. Je pouvais entendre la frustration étouffée de mon père en arrière-plan. « Donc c'est ça », a finalement dit ma mère. « Tu tournes le dos à cette famille quand nous avons le plus besoin de toi ?»« Non », ai-je dit fermement. « Vous me tournez le dos. Encore, en me demandant de tout sacrifier tout en rejetant les raisons légitimes pour lesquelles j'hésiterais à le faire. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si égoïste. » a dit ma mère, la déception lourde dans sa voix. « C'est riche, venant de vous. » Ai-je répondu, ne voulant plus accepter son cadrage. Je dois y aller maintenant. Lorraine essaie encore d'appeler. J'ai terminé l'appel avant qu'il puisse répondre, prenant une profonde respiration avant de répondre à l'appel de Lorraine. Sa voix est venue immédiatement, tendue et exigeante. « Qu'est-ce que l'enfer, Jordan ? Papa vient de m'envoyer un message que tu refuses d'aider. Es-tu sérieuse là ? Pas de salutation, pas de civilité, juste un entitelement immédiat. Certaines choses ne changent vraiment jamais. Bonjour à toi aussi, Lorraine. » Ai-je dit calmement. Ce n'est pas le moment pour les politesses. A-t-elle claqué. Je suis dans le combat de ma vie ici. Et j'ai besoin que ma famille se montre. Comme tu t'es montré quand j'étais à la clinique ? Ai-je demandé doucement. Ça encore ? Es-tu encore accroché à ça ? C'était juste un accident de moto. C'est toute ma future en jeu. Son rejet de mon expérience proche de la mort, comme juste un accident de moto, a cristallisé tout pour moi. Dans son esprit, dans l'esprit de mes parents, ma souffrance serait toujours minimisée, toujours secondaire aux besoins et préoccupations de Lorraine. « Lorraine, je ne te donne pas mes économies. » Ai-je déclaré simplement. J'ai travaillé honnêtement pour cet argent et j'ai l'intention de le garder. Espèce de salaud auto-satisfait, a-t-elle sifflé. Tu penses qu'être meilleur que moi parce que tu n'as jamais pris de risque, parce que tu as joué la sécurité toute ta vie ennuyeuse. Le détournement n'est pas un risque, Lorraine. C'est un crime. Ai-je souligné ? Eh oui. Je pense qu'éviter l'activité criminelle me rend quelque peu meilleur que quelqu'un qui a détourné des millions de dollars. Tu n'as aucune idée des pressions sous lesquelles j'étais. A-t-elle protesté ? Les attentes, les objectifs que je devais atteindre. Nous avons tous des pressions. Ai-je dit ? La plupart d'entre nous gèrent de les gérer sans commettre de délit. Je n'oublierai jamais cette trahison, a menacé Lorraine. Sa voix tombant à un murmure dangereux. Si je vais en prison, parce que tu étais trop égoïste pour aider, c'est fini pour nous. Tu seras morte pour moi. La menace qui m'aurait autrefois dévasté ne s'enregistrait maintenant à peine. Lorraine n'avait jamais été là quand j'en avais besoin. Donc la perspective que ça continue semblait moins une menace et plus le status quo. Je pense que je peux vivre avec ça. Ai-je dit calmement ? Au revoir, Lorraine. J'espère sincèrement que les choses s'arrangent pour toi. J'ai terminé l'appel et éteint mon appareil, sachant qu'il y aurait un barrage de messages et d'appels une fois que mes parents et ma sœur se regroupent. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu ferme contre les dynamiques familiales qui avaient façonné mon existence pendant 29 ans. La sensation était à la fois terrifiante et libératrice, alors que je m'asseyais dans le calme de mon appartement. J'ai réalisé que ce que ma famille demandait n'était pas juste irresponsable financièrement. C'était moralement faux. Ils voulaient que je sacrifie mes gains honnêtes pour aider quelqu'un à éviter la responsabilité pour des actions malhonnêtes. Plus j'y pensais, plus j'étais certaine d'avoir pris la bonne décision. Peut-être la première décision vraiment protectrice de ma vie. Les quelques semaines suivantes ont apporté un assaut de tentatives pour me faire changer d'avis. Malgré ma certitude que je faisais le bon choix, la situation a pris son péage. J'avais du mal à dormir, me trouvais distraite au studio et commençais à éprouver des symptômes d'anxiété que je n'avais jamais gérés auparavant. Après une semaine particulièrement rude, Mia m'a convaincu de prendre rendez-vous avec un thérapeute, Dr Elena Ramirez. Un homme pensif dans la quarantaine a fourni une perspective dont j'avais désespérément besoin. Pendant notre deuxième session, après que j'ai décrit l'histoire complète de mes dynamiques familiales,
Il s'est penché légèrement en avant. « Jordan, ce que vous décrivez est un cas classique de bouc émissaire familial, a-t-il dit. Tout au long de votre vie, vous avez été positionnée comme moins importante, moins digne d'attention et de soutien. Maintenant, quand vous refusez de vous conformer à des demandes déraisonnables, vous êtes vilipendée pour avoir des limites. Mais ce sont ma famille, ai-je dit en exprimant le doute qui me rongeait. Ne sommes-nous pas censés nous soutenir mutuellement, quoi qu'il arrive ? Les familles saines se soutiennent mutuellement, a-t-il accepté ? Mais ce soutien va dans les deux sens et a des limites raisonnables. Votre famille vous demande de sacrifier votre sécurité financière pour aider votre sœur à éviter les conséquences d'un comportement criminel. Après avoir démontré à plusieurs reprises qu'il ne ferait pas de sacrifices similaires pour vous, ce n'est pas un soutien réciproque, c'est de l'exploitation. Au cours des semaines suivantes, nos sessions m'ont aidé à reconnaître les patterns toxiques qui avaient défini mes relations familiales. J'ai commencé à voir que ma réticence à remettre mes économies n'était pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation, une limite saine que toute personne raisonnable maintiendrait. Mes amis ont renforcé cette perspective. Olivia, avec qui je sortais depuis plusieurs mois maintenant, était particulièrement supportive. Si ma sœur détournait des millions de dollars et que mes parents me demandaient de la renflouer avec mes économies de vie, j'aurais exactement la même réponse que toi, m'a-t-elle assuré. Le fait qu'ils aient même demandé montre à quel point leur perspective est distordue. Mia était plus franche dans son évaluation. « Fille, ils ne se sont pas montrés quand tu étais littéralement en train de mourir à la clinique, mais ils s'attendent à ce que tu vides ton compte bancaire pour les factures légales de leur enfant doré. C'est un entitlement de niveau supérieur. Tu as pris la bonne décision, 100%. » Pendant ce temps, le processus légal avançait. À travers des mises à jour sporadiques de la famille étendue, j'ai appris que mes parents avaient réussi à rassembler assez pour un acompte pour retenir le spécialiste, bien que pas le montant complet qu'elle avait initialement demandé. Ils avaient liquidé des comptes de retraite, prenant des pénalités substantielles dans le processus et emprunté contre la pension d'entreprise de ma mère. 4 semaines après notre confrontation, Lorraine a accepté un accord de plaidoyer. Au lieu de la sentence potentielle de 25 ans, elle servirait 24 mois dans une prison fédérale de sécurité minimale, suivie de 4 ans de libération supervisée, et serait tenue de payer une restitution substantielle à ses victimes. Le résultat était meilleur qu'elle ne méritait, selon mon évaluation honnête. Mon père a appelé pour m'informer du développement, sa voix un mélange complexe de soulagement et d'accusation. Elle devra encore aller en prison, mais au moins sa vie n'est pas complètement ruinée. Pas grâce à toi, bien sûr. Je suis contente qu'elle ait eu un résultat raisonnable, ai-je dit, choisissant de ne pas engager avec le voyage de culpabilité. 24 mois semble juste considérant le montant d'argent impliqué. Juste ? A-t-il échoé incrédule. Il n'y a rien de juste à ce que ma fille aille en prison. Si tu nous avais aidés à nous permettre l'équipe légale complète, elle aurait peut-être évité la prison complètement. Papa, ai-je dit, soudain fatigué de toute la dynamique. Lorraine a détourné plus de 2 millions de dollars de gens qui lui faisaient confiance. Il devrait y avoir des conséquences pour ça. Le fait que tu ne puisses pas voir ça est préoccupant. Tu es devenue si froide, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je ne te reconnais même plus, je n'ai pas changé. Ai-je répondu, je viens d'arrêter d'accepter le rôle qui m'a été assigné dans cette famille. Je souhaite à Lorraine le meilleur avec sa sentence, et j'espère que cette expérience l'aide à développer une meilleure boussole morale. Mais je maintiens ma décision de ne pas soutenir financièrement sa défense. L'appel s'est terminé peu après, avec mon père rendant clair que ma décision avait créé une faille potentiellement infranchissable dans la famille. Pour la première fois, je me suis trouvée largement indifférente à cette perspective. Le lien familial que j'avais passé des années à désirer s'était avéré être une illusion. Ce qui restait était une dynamique toxique qui ne m'avait causé que de la douleur. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai pris des mesures concrètes pour me protéger. J'ai bloqué le numéro de Lorraine après un message particulièrement vicieux. Tard le soir, j'ai limité la communication avec mes parents au texto seulement. Me donnant du temps pour traiter leurs mots avant de répondre, j'ai décliné l'invitation annuelle de Thanksgiving, choisissant plutôt de passer la fête avec Olivia et des amis qui avaient prouvé
leurs soins genuines pour moi. C'est pendant cette période que j'ai réalisé une vérité profonde. La famille n'est pas définie par le sang seul. Les gens qui s'étaient représentés pour moi pendant mes heures les plus sombres, qui m'avaient soutenu sans condition ou manipulation, qui avaient respecté mes limites et valeurs, ceux-là étaient ma vraie famille. Les relations qui nourrissaient plutôt que de me vider étaient celles qui valaient la peine d'être préservées. Alors que la date de reddition de Lorraine approchait, mes parents ont fait une dernière tentative pour extraire un soutien financier, suggérant que je pourrais les aider à couvrir le coût de leur visite à l'installation pénitentiaire plusieurs étapes plus loin. À ce point, ma réponse était automatique et inébranlable. Je leur ai souhaité un voyage sûr, mais maintenu mes limites financières. Pour la première fois de ma vie, je me sentais pleinement aligné avec mes propres valeurs et besoins. La culpabilité qui m'avait été programmée depuis l'enfance n'avait pas disparu entièrement, mais elle avait diminué à un murmure gérable plutôt qu'un rugissement assourdissant. J'apprenais lentement, mais sûrement, que prendre soin de moi n'était pas égoïste, mais nécessaire. La route devant ne serait pas facile. L'éloignement familial, même quand sain et nécessaire, porte son propre chagrin. Mais en fermant le chapitre sur ces relations toxiques, je me suis trouvée plus ouverte à nourrir les connexions qui ajoutent de la valeur à ma vie plutôt que de la vider. La famille que je construisais par choix s'avérait bien plus nourrissante que celle dans laquelle j'étais né. 1 an s'est écoulé depuis que j'ai pris la décision de protéger mes économies plutôt que de renflouer ma sœur. Pendant ce temps, ma vie s'est transformée de manière à la fois subtile et profonde. La douleur initiale de l'éloignement familial a graduellement cédé la place à un sentiment de paix tranquille, alors que je construisais une vie alignée avec mes valeurs, plutôt que déformée par des attentes toxiques. Les premiers mois étaient les plus durs. Malgré le fait de savoir intellectuellement que j'avais pris le bon choix, émotionnellement, je luttais avec des vagues de culpabilité et de doute. La programmation d'une vie entière. La croyance que la famille devrait passer avant tout n'était pas facilement surmontée. Docteur Ramirez m'a aidé à comprendre que ces sentiments étaient normaux, partie du processus de deuil pour la relation familiale que j'avais toujours espérée, mais jamais vraiment eue. Tu fais le deuil de la perte d'une possibilité, a-t-il expliqué pendant une session particulièrement difficile. Pas la famille que tu avais, mais la famille que tu souhaitais qu'il puisse être. Établir des limites fermes s'est avéré essentiel à mon processus de guérison. Malgré ma certitude que je faisais le bon choix, j'ai trouvé de l'espace pour ma propre guérison sans la réouverture constante de blessures émotionnelles. Environ 7 mois dans la sentence de prison de Lorraine, j'ai reçu un email de ma mère qui démontrait à quel point peu avait changé dans leur perspective. Elle m'informait qu'ils avaient été forcés de liquider leur portefeuille d'investissement pour couvrir les frais légaux et les coûts de visite en prison. Le message se concluait avec une suggestion voilée que je pourrais reconsidérer ma position maintenant que la crise immédiate était passée. Ma réponse était brève, mais ferme. Je suis désolé d'entendre vos difficultés financières. Je maintiens ma position que mes économies ne sont pas disponibles pour cette situation. Je vous souhaite bonne chance pour trouver des solutions alternatives. Pas de culpabilité. Pas de justification longue, juste un message clair délivré sans excuse. Le progrès que j'avais fait en thérapie était évident dans ma capacité à répondre de cette façon, sans jour de tourmente émotionnelle après. 10 mois après que Lorraine a commencé sa sentence, j'ai appris par un membre de la famille étendue que mes parents avaient vendu leur propriété de vacances, réduisant leur style de vie pour couvrir les coûts légaux en cours et commencer à payer la restitution dont Lorraine serait responsable à sa libération. La nouvelle ne m'a apporté aucune satisfaction, seulement une reconnaissance triste qu'ils continuaient à permettre un comportement qui aurait dû avoir des conséquences naturelles. Alors que l'anniversaire d'1 an de notre confrontation approchait, j'ai reçu un email tentative de mon père, différent en ton de ses communications précédentes. Pour la première fois, il posait des questions genuines sur ma vie et exprimait ce qui semblait être un intérêt authentique pour mon bien-être. Bien qu'une partie de moi voulait embrasser cette branche d'olivier apparente, Dr Ramirez m'a aidé à l'approcher avec un optimisme prudent plutôt qu'un espoir naïf.
Les gens peuvent changer, a-t-il reconnu, mais un changement significatif nécessite de l'insight et de la responsabilité. Surveille l'acknowledgement du comportement passé et des étapes concrètes vers faire les choses différemment. Pas juste une approche plus douce pour atteindre les mêmes objectifs. J'ai répondu à mon père avec une ouverture mesurée, partageant des mises à jour basiques sur ma vie tout en maintenant des limites claires. Ces messages subséquents ont graduellement révélé la motivation derrière l'approche changée. Lorraine serait éligible pour une libération anticipée dans 4 mois. Et ils espéraient guérir la faille familiale avant son retour. Quand j'ai sondé doucement sur ce que la guérison pourrait ressembler de leur perspective, la réponse était révélatrice. Il n'y avait pas d'acknowledgement de comment ils avaient échoué à me soutenir pendant ma récupération d'accident. Pas de reconnaissance de la nature inappropriée de leurs demandes financières. Seulement un désir pour moi de mettre le passé derrière nous et d'être là pour Lorraine, alors qu'elle reconstruit sa vie. Traduction. Ils voulaient accéder à mes ressources pour la réintégration de Lorraine sans aborder aucun des problèmes sous-jacents qui avaient causé l'éloignement en premier lieu. Cette clarté m'a permis de répondre d'un lieu de force plutôt que de penser wishful. J'ai expliqué qu'une réconciliation genuine nécessiterait l'acknowledgement des patterns passés, le respect de mes limites et un shift fondamental dans les dynamiques familiales. Je ne prétendrai pas simplement que le passé n'avait pas eu lieu pour le bien d'une harmonie superficielle. La réponse déçue de mon père a confirmé que le vrai changement n'avait pas eu lieu. Le contact a diminué à nouveau, revenant à des mises à jour occasionnelles et impersonnelles, plutôt que des tentatives de connexion genuine. Alors que j'approchais la marque de 20 mois depuis mon accident, j'ai réalisé à quel point cet événement traumatique avait altéré le cours de ma vie. L'accident n'avait pas juste brisé mon corps, mais avait brisé les illusions que j'avais maintenues sur ma famille. Dans la clarté douloureuse qui a suivi, j'avais trouvé le courage d'établir des limites qui protégeaient non seulement mes finances, mais mon bien-être émotionnel. La leçon la plus précieuse de toute cette expérience était de comprendre le vrai sens de l'amour. Le vrai amour ne demande pas le self-sacrifice pour de mauvais choix. Il ne minimise pas la douleur ou ne rejette pas les besoins légitimes. Le vrai amour respecte les limites, acknowledge les erreurs et soutient la croissance sans permettre la destruction. Je ne m'étais pas retiré de ma famille par vengeance ou spite, mais par autopréservation et un engagement envers des relations saines. La paix qui venait avec cette réalisation valait bien plus que l'harmonie familiale superficielle que j'avais autrefois désespérément cherchée. Aujourd'hui, ma vie est construite autour de relations caractérisées par un soutien mutuel, une communication honnête et un soin genuin. Olivia et moi discutons des fiançailles, planifiant un avenir basé sur des valeurs partagées et du respect. Mon cercle d'amis est devenu une famille choisie qui se montre de manière consistante. Pas juste en crise, mais dans les moments quotidiens de connexion. Je n'ai pas fermé la porte définitivement à la réconciliation avec mes parents, ou même Lorraine, mais j'ai placé la responsabilité du changement là où elle appartient. Avec ceux qui ont créé la dynamique toxique en premier lieu, si une transformation genuine se produit, je reste ouverte à reconstruire des relations sur des termes plus sains. Jusque-là, je continuerai à nourrir les connexions qui ajoutent de la valeur à ma vie, plutôt que de la vider. Le voyage de l'enfant, people-pleasing, à l'adulte self-respecting, a été challenging, mais finalement libérateur. Je comprends maintenant que parfois la chose la plus aimante que tu puisses faire, à la fois pour toi-même et les autres, est de refuser de participer à des patterns destructifs. Poser des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel pour des relations authentiques et l'intégrité personnelle. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour vous protéger de dynamiques familiales toxiques ? Pensez-vous que j'ai pris la bonne décision en refusant d'utiliser mes économies pour renflouer ma sœur ? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires sur ci-dessous. Si cette histoire vous a résonné, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton like et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur l'établissement de limites saines et la découverte de la force dans des situations familiales difficiles. Rappelez-vous, parfois la famille que nous choisissons est plus importante que celle dans laquelle nous naissons. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite du courage dans votre propre voyage vers des relations saines.